Alors bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle interview. Donc je suis avec une comédienne, humoriste, Ariane Brodier, qui a son spectacle qui s'appelle Ariane Brodier Mytho. Vous allez voir ce que c'est et pourquoi Mytho. Elle est avec moi, suivez bien l'interview. Salut Ariane. Ça va? Au top, je suis très content que tu sois là. Bah ouais, moi aussi je suis contente d'être là, on est bien chez toi, dis donc. Là t'es dans un nouveau spectacle, tu sais, tu le recrées. Oui, enfin, mon spectacle a un peu plus d'un an, ça s'appelait Ariane fait sa mytho. Ouais. Et puis finalement aujourd'hui sur l'affiche c'est marqué Ariane Brodier Mytho, ça m'embêtait un petit peu qu'il y ait mon nom de famille, donc voilà, et on a réduit à fait ça à Mytho, voilà. C'est un nouveau spectacle, oui et non, en fait, tu sais, un spectacle, c'est la V2 en fait. Oui, à ce moment-là, je suis à la V50, quoi, tu vois, mais pour le coup, un spectacle, ça se réécrit tout le temps, t'essayes des vannes, t'essayes 20 minutes, 15 minutes, t'essayes un sketch, enfin, tu vois, c'est quelque chose qui est jamais terminé, je crois qu'on termine jamais son spectacle. C'est pour ça que les dernières versions sont souvent bien meilleures que les premières, parce que c'est en perpétuelle évolution, et là, effectivement, c'est une grosse réécriture pour moi, parce que c'est de la structure, c'est même plus les sketchs, c'est même plus une vanne, une punchline, ou un ordre c'est vraiment structurel, donc c'est une grosse réécriture, et voilà quoi. Donc quand tu parles de structure, c'est quoi la structure d'un spectacle en fait? Moi personnellement, je ne fais pas de stand-up, c'est-à-dire que je ne suis pas au micro-main à faire de la vanne. Tu sais, il y a même une technique des stand-uppers américains avec ce fameux livre, toi qui est là-dedans un peu How to Write Stand-up Comedy. Attends, je l'ai peut-être en plus. Ah ouais, écoute, tu l'as lu, j'espère. J'ai pas encore lu, j'ai juste de la voir. Ah bah non, mais pour le coup, c'est effectivement c'est une technique mathématique. L'humour aussi, tu vois, normalement c'est deux phrases, une vanne, deux phrases, une vanne, deux phrases, une vanne. Il y a des gens aussi qui chronomètrent le nombre de vannes c'est vrai pour moi. et à quel moment il y a des rires, etc. Bon, moi je suis sur du personnage, donc c'est pas cette technique, c'est ce qu'on appelle un sketch plutôt. Ouais, enfin on appelle tout ça des sketchs, mais en fait je ne suis pas moi-même qui parle de ce que je vois. Le stand-up, c'est on est soi-même un personnage. Ce sera Ariane Brodier qui fait des vannes sur l'actu, sur un sujet. Là j'interprète un personnage. Alors justement, comment tu choisis de passer de soit le stand-up ou alors le personnage? Qu'est-ce qui fait que tu passes en personnage? Moi personnellement, j'avais pas envie d'être de parler de moi. J'avais pas envie d'être sur scène et d'être moi et de parler de moi, de ce que je pensais de ma vie, de tout ça, ça m'intéressait pas. Moi, c'était plutôt le côté histoire, emmener quelqu'un dans un univers et jouer, en fait, voilà. Et puis le ressort du stand-up, alors après ça c'est il y a plein de gens qui vont dire peut-être le contraire. Le ressort du stand-up, souvent, ce qu'on retrouve, c'est la loose. C'est-à-dire que c'est pour ça que le stand-up est souvent communautaire, que les blagues peuvent se moquer des blagues, que les robots des robots, etc. Parce que il y a un ressort de loose. Vous vous rappelez, quand vous étiez petit, on n'avait pas d'oseille, donc on mangeait ça, on faisait ça. Moi, on a un tel cliché sur moi, ou je suis moche, donc je galère comme ça avec les meufs. Enfin, il y a une espèce de ressort de loose qui fait rire, surtout en France. C'est le mec un peu loser. Du coup le stand-up particulier, quand t'es une gonzesse, déjà c'est plus compliqué, et donc je remplissais pas forcément de cases, et puis vraiment pour le coup moi c'est plus de la pudeur, j'avais pas du tout envie de parler ni de ma vie, non, j'avais envie de raconter une histoire, parce que je suis de la génération, j'adore les Monty Python, je suis de la génération des Robin des Bois, des nuls, des histoires, des personnages, voilà. Et donc quand tu dis raconter une histoire, c'est quelle histoire que tu veux raconter dans ton spectacle? Donc je dévoile tout en fait là. En fait tu fais ton spectacle ici. Ah non, mais c'est pas ça, c'est qu'il y a quand même tout un mystère, tout un truc. À ce moment-là, si je dis exactement ce qui va se passer, les gens vont tout venir. Alors c'est un avant-goût. Non, alors déjà c'est pas du tout sur la mythomanie. C'est pas Ariane fait sa mytho, c'est pas du mensonge en fait. C'est sur la mythologie grecque. Je suis fan de mythologie grecque. Je suis passionnée par la mythologie grecque, et justement la mythologie est faite de personnages super hauts en couleur, de Narcisse à Oedipe, en passant par alors qu'est-ce qui te passionne dans cette mythologie? Bah déjà pour ceux qui connaissent un petit peu la mythologie, c'est ouf, hein, un mec comme Oedipe qui a tué son père, épousé sa mère, a fait des enfants avec, ou Narcisse et le fait de tomber amoureux de son reflet, enfin c'est un puits sans fond pour les vannes, et pour justement parler de personnages complètement loufoques.
le Minotaure qui est moitié homme et moitié taureau. Enfin, d'emblée, j'ai même pas besoin de te faire de vanne. En fait, l'imagerie quotidienne, l'imagerie générale fait son travail. On a déjà entendu parler de mythologie grecque, on sait quelques trucs, mais on n'est pas sûr du truc, tu vois. Et pour le coup, bah ouais, voilà, j'entre ces personnages et je transpose cette mythologie et ces personnages au XXIe siècle avec les références qu'on a. Et à ce moment-là, on part dans un univers un peu barré. Alors, tiens, justement, est-ce qu'il y a besoin que ton public connaisse la mythologie Non. pour l'utiliser? Non, que moi je sois fan de mythologie et que moi ça me passionne, c'est un fait. Après, tout le monde a déjà entendu parler de Narcisse, tout le monde connaît les expressions mythologiques, être narcissique, le complexe d'Oedipe, le chant des sirènes, le fil d'Ariane, et j'en passe et des meilleurs. Enfin, tout le monde a déjà entendu ça, on sait pas forcément quelles sont les références, même si on a pour référence, si on connaît Oedipe, je pense, ou tout le monde connaît la sirène ou je sais pas, ou le fait d'être ouais, d'avoir d'être fort comme Hercule, enfin on a déjà entendu parler de ça. C'est quelque chose qui est ancré dans la vie, enfin qui est entré dans le langage courant, donc on a juste à faire des piqûres de rappel aux gens, et en tout cas même si c'est pas des piqûres de rappel, leur expliquer, c'est quelque chose d'assez simple. Alors, donc là, tu es dans le one-man show. Ouais. Qu'est-ce qui détermine qu'on fait ce métier? Pourquoi tu fais ce métier, en fait? Parce que c'est ce que j'aime mieux faire, parce que depuis que je suis toute petite, et ben voilà, j'ai bien le seul but, c'est de faire rire les gens, de les faire sourire. Pourquoi je fais ce métier? Parce que je l'ai choisi aussi. Et parce que c'est une chance incroyable de pouvoir faire un métier qu'on a envie de faire. Moi, j'ai commencé à travailler, je faisais la télé. Ça m'est arrivé par hasard, je voulais pas faire de télé. Moi, j'étais dans des études de lettres, je voulais être auteur, écrire pour les autres. C'est tout ce que je voulais. Et j'ai commencé la télé en pensant que ça durait un peu de temps, comme un premier job, comme le fait d'être serveuse, vendeuse dans un magasin. Puis ça a duré longtemps. Je gagnais bien ma vie, c'était pas désagréable, c'était pas du tout ce que je voulais faire, mais c'était pas désagréable. J'enfilais mon costume d'animatrice télé, costume très court, très décolleté et très sexy. Et puis un jour, j'étais aux antipodes. Comme c'est un métier d'image, on te voit, on a un avis sur toi. C'était un métier où j'étais pas épanouie et heureuse, ou comme une infirmière, comme un médecin, j'enfilais mon costume d'animatrice, mais c'était pas moi, sauf que comme c'est un métier d'image, les gens ont tendance à faire l'amalgame avec les deux. Et du coup, moi, je voulais faire des trucs rigolos. J'ai toujours essayé de le faire plus ou moins à la télé, avec ce qui m'était possible de faire, parce que c'est pas limité. Ouais, c'est compliqué de le faire à la télé. Et puis voilà, t'as des choses à faire, tu n'es pas toi-même, tu as... Et pendant ces 10 ans, est-ce que tu penses toujours à ce rêve? Tu te dis, est-ce qu'un jour je le ferai? Ouais, j'ai écrit des spectacles, j'écrivais pour les autres, ouais, bien sûr. En tout cas, je pense, je me dis toujours que je vais faire autre chose que de la télé, ouais. Et puis les gens qui me connaissent, qui ont bossé avec moi, mais c'était pas du tout antinomique. Enfin, pour tout le monde, c'était quelque chose de normal. Julien Courbet m'a toujours dit, mais t'as placé sur scène. Même au début à M6, j'arrivais à faire des sketchs dans des trucs qui étaient pas drôles du tout. Et tous les gens que je connais, avec qui j'ai travaillé, c'était juste normal. Ariane allait sur scène, enfin, One Woman, ouais, bah c'est normal. C'est la suite logique des choses. Donc c'était pas complètement fou pour les autres. C'était quelque chose de... J'avais déjà cette volonté d'écrire, je faisais déjà du sketch, je faisais déjà de l'impro, j'avais déjà fait beaucoup de théâtre. Donc voilà, après c'est plus la force, le courage de se dire ok, je gagne bien ma vie. Justement, ça m'intéresse. Je suis plutôt cool dans cette vie, je suis à la télé, je fais un truc plutôt sympa. Je suis pas mineure, hein, c'est plutôt cool, je gagne bien ma vie. Mais est-ce que je suis heureuse? Moi, en fait, à un moment donné, je me suis dit non, je suis vraiment pas épanouie. J'ai pas d'enfant, je suis pas mariée. Si aujourd'hui je peux prendre un risque, c'est pas quand j'aurai une famille à nourrir. Et aujourd'hui, j'ai jamais été aussi pauvre, mais j'ai jamais été aussi heureuse. Parce que qu'est-ce qu'on dit ton environnement? Est-ce qu'ils t'ont dit mais t'es malade? Non, mes parents, déjà parce que comme je te le disais, c'était très naturel pour tout le monde. Moi je fais que des vannes. J'ai un taux de conneries à la seconde qui est flippant. Donc pour tout le monde, c'était très naturel que je termine sur scène. Et surtout, je suis très très bosseuse.
c'est de l'abnégation absolue, un spectacle. J'ai essayé pendant quelques années à me dire, tiens, bah, je vais écrire un spectacle, et puis je vais faire de la télé, comme ça je vais gagner ma vie, et puis là, mais non, c'est pas possible. Un spectacle, c'est aller tester 10 minutes, c'est réécrire, c'est prendre un lead, c'est te relever, c'est dans une ville, c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, et Si c'est pas une passion, en fait, tu peux pas le faire, quoi, ce métier-là. non, pas je pense, non, c'est pas, non, faut vraiment se dans les tripes parce que c'est difficile, c'est vraiment une mise à nu, t'es sur scène, devant des gens, devant une caméra, là, tu vois, c'est bien, t'as pas le retour, tu peux faire une vanne, je sais pas si les gens vont rigoler, là, t'as un retour direct, les gens viennent te voir, ils se déplacent pour te voir toi, ils allument pas leur poste de télé, et regardent la télé, ils viennent te voir toi, donc à partir de ce moment-là, tu dois avoir, l'envie de les remercier de cela. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, je me demandais, donc parce que toi, c'est pas comme quelqu'un qui se lance dans le one man show et qui n'a pas un autre parcours. Toi, t'avais un parcours, entre guillemets, une crédibilité, une notoriété. Est-ce qu'il y avait un stress les gens, ils attendent beaucoup de moi, en fait? non, les gens, bah, ce que pensent ou ce qu'attendent les gens, ça m'intéresse pas beaucoup. Donc non, il n'y a pas de stress. Je pense que c'est plus compliqué parce que justement d'emblée les gens ont un avis sur toi, ils pensent que t'es pas novice même si c'est pas le même métier. Non, en fait, je crois que c'est compliqué pour tout le monde. Je pense que déjà une femme dans l'humour, il y en a moins parce que c'est comme une femme dans le foot. Si tu veux, même si les footballeuses, elles sont super douées, et ben, ça a moins la cote de regarder un match féminin qu'un match masculin. Et je pense que pour l'humour, c'est pareil. Il y en a 2-3 qui font exception. Est-ce que t'arrêtes pour ça? Mais, non, moi, j'ai... Alors, comment tu fais pour, parce que c'est intéressant, il y a plein de femmes qui me suivent et qui peuvent se dire, ouais, mais ça, c'est un milieu d'hommes, je peux pas réussir, je suis une femme. T'aimerais leur dire quoi, justement? En fait, je pense qu'il faut, pour ma part, je sais pas, je peux pas parler des autres, mais j'ai un ego qui est sous la barre des zéros. C'est-à-dire que je m'en fous. Moi, je suis une fille de la terre, je suis une bosseuse. Ok, ça n'a pas marché, c'était naze. C'était naze! On y retourne, on travaille, on commence, on travaille. C'est du travail. Les gens, ils se rendent pas compte que c'est du travail, de l'abnégation, du sacrifice. Faut refaire. C'est pas parce que tu fais une blague à table et que les gens rigolent que t'es bon. Ouais. Non, que t'es bon. On parle souvent des références des mecs comme Jamel, puisque Jamel, c'est le mec qui a emmené le côté stand-up, super décontracté, super naturel, entre guillemets. Jamel, il vient de la ligue d'impro, et c'est un tueur à gages, il bosse comme un ouf. Les gens, ils se rendent pas compte que c'est oui, on voit le côté musicalité. Ouais. C'est mécanique, c'est du travail. Après, les gens de l'empathie pour toi, de l'amour pour un personnage, et que ce soit Jamel ou Gad, etc., ils peuvent dire n'importe quoi. Les gens les aiment, et du coup, faut prendre en compte ce truc-là. Mais à la base, c'est des tueurs. Et pour devenir un tueur, bah ouais, il y a un truc de naturel, une élocution, une voix, on est plus sensible à une voix qu'à une autre, à un naturel, un physique. C'est plus facile quand on fait déjà rigoler physiquement, ou que, voilà. Mais c'est avant tout 80% de travail. Justement, tu parles d'impro et d'écriture. Je me demandais aussi, toi qui là, tu fais 3 soirées par semaine, c'est ça? Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté répétitif des fois pour toi à faire le même spectacle? Ça, c'est souvent là où on me pose cette question-là. Enfin, moi, ça fait trop peu de temps que je joue. Ça fait 2 ans. Non, parce que c'est jamais le même public. C'est les mêmes choses, mais c'est pas les mêmes personnes. C'est comme quand tu racontes une histoire ou une blague, ou même une histoire. Voilà, une anecdote qui t'est arrivée, tu vas raconter des vacances. Tu vas la raconter à 2 personnes différentes. Tu vas pas t'ennuyer à la raconter, parce que les personnes sont différentes. Donc tu vas appuyer sur des détails différents selon les gens qui sont en face de toi. Et donc là c'est pareil sur scène, des fois l'histoire tu la racontes un peu différemment? Oui, pas vraiment, parce que c'est quand même une mécanique. Il y a toujours beaucoup d'impro, une phase d'impro, ce qui se passe. Il se passe toujours plein de choses chaque soir. Et du coup, oui, t'improvises toujours un petit peu, t'as toujours un jeu avec le public, mais il y a aussi toute une phase de séduction. Tu racontes quelque chose à quelqu'un, t'as envie qu'il t'écoute, t'as envie d'être pertinent, t'as envie d'être bon. Donc, c'est plus l'histoire qui intéresse la personne qui est en face. Voilà. Donc ça veut dire que ouais, chaque soirée pour toi c'est un peu différent, c'est nouveau. Ouais, ça bien sûr, c'est différent. Et à quel point c'est, parce que je sais que certains spectacles sont vraiment écrits, appris par cœur, etc. Ouais. Toi, tout ton spectacle est appris par cœur. Ouais. D'accord. Quand, je sais pas si tu connais Kairon, des spectacles comme ça, je sais pas si tu sais, est-ce que c'est quand on parle d'impro, est-ce qu'ils improvisent totalement ou Non, on a tous
on a tous de l'interactivité avec le public. Quand tu fais une vanne sur la manière dont il est habillé, coiffé, sur ce qu'il va dire, etc. C'est de l'impro, et souvent d'ailleurs quand ça se passe bien en impro, tu vas garder ces impros et tu vas les mettre dans ton spectacle. Un mec qui est un tueur à gages en impro, en vrai impro, puisqu'il sort jamais les mêmes vannes en impro, c'est Jeff Panaclock. Jeff Panaclock et sa marionnette, Jeff, c'est un tueur en impro. Mais oui, t'es obligé d'avoir une dose d'impro pour que les gens se sentent impliqués, et pour que justement ils passent une soirée différente. Tu racontes, c'est la même histoire que tu racontes à des gens différents. Et c'est pour ça que les soirées sont différentes. Il faut que les gens aient l'impression que c'est la première fois que tu la racontes. Et comment on fait justement? C'est intéressant comme question. Comment on fait? Je sais pas. Ouais. C'est naturel. naturel. Le temps. Non, puis c'est assez naturel. D'accord. Enfin, ouais, c'est assez naturel. Tu le fais, quoi. Et puis en plus, il y a tout l'enthousiasme, l'engouement, l'envie. T'es sur scène. Moi, je sais qu'il y a des comédiens qui sont malades avant d'être sur scène, ils sont super stressés et tout. Moi, j'en peux plus. J'ai tellement envie. Je suis heureuse. Putain, j'ai mis tout ce que j'avais pour faire ça, quoi. Est-ce que tu penses que d'ailleurs la télé quelque part aurait un peu participé ou t'as aidé à être ce que tu es aujourd'hui pour être allé sur scène? La télé m'a aidée, c'est-à-dire que quand j'ai arrêté la télé, je gagnais à peu près 10 000 euros par mois, 12 000 euros par mois. Quand j'ai commencé le spectacle vivant, je gagnais 700 euros par mois avec des charges qui étaient pas bon. Je devais payer à peu près 4 000 euros d'impôts par mois, parce que selon mon statut, la télé m'a aidé à avoir mis de l'argent de côté, à pouvoir réaliser mon rêve, sinon j'aurais pas pu. Ça m'a aidé à ça. Et c'est super intéressant parce qu'il y a plein de gens, Johnny Hallyday par exemple, qui ont gagné beaucoup d'argent et qui se retrouvent endettés. Qu'est-ce qui fait que tu as eu l'intelligence de te dire, tiens, je gagne de l'argent, je la mets de côté en fait? Je sais pas si c'est l'intelligence, parce que je bossais comme une tarée, que j'avais pas le temps de tout dépenser, et que voilà, donc, non, et que j'avais vraiment envie de faire ce spectacle, et oui, j'ai eu de la chance, et heureusement, ça n'a pas duré trop longtemps, et voilà, et j'ai des parents qui ont pu m'aider, et c'est vraiment réaliser un rêve, enfin, et puis, quand t'es intermittent du spectacle, c'est pas un statut particulier, moi, j'ai pas le droit, forcément, aux acédiques, etc. Enfin, après, tout ça, c'est des choix de vie, qu'est-ce que tu veux faire, et puis, c'est surtout que j'ai pu le faire parce que justement je suis célibataire, parce que j'ai pas d'enfant, parce que voilà, c'est pas grave, je me fous moi de vivre avec rien. Et justement au début là, quand tu t'es lancé, est-ce qu'il y a eu des jours où tu t'es dit où il y a eu un peu de peur, un peu de doute de est-ce que je fais le bon choix? Ouais, bah en fait, chaque fois qu'on m'appelait pour me proposer d'animer une émission, pendant 2 ans où on m'appelait tout le temps et que je disais non, les producteurs m'appelaient celle qui dit non. J'ai dit non pendant 2 ans alors que je pouvais pas payer mon loyer et que mes parents me faisaient des courses ou mes copines pour pouvoir bouffer, parce que vraiment je suis pas du misérabilisme, mais c'est dur l'humour. C'est dur l'humour. Si tu gagnes pas d'argent, voire pas du tout au début, tu joues au chapeau, etc. Mais je suis pas du tout dans le misérabilisme, parce que qu'est-ce que je suis heureuse. Je te dis vraiment, c'est pas du tout antinomique, on peut être pauvre et heureux, et c'est mon cas, donc ouais, non. Et là aujourd'hui tu refais un petit peu de télé? Ouais, j'en fais. Je fais des choses où je suis humoriste. Moi, j'ai jamais dit je ne veux plus faire de télé. Oui. J'ai dit je fais la télé si je suis présentée comme humoriste. Je ne fais pas du lancement de plateau, je ne suis plus animatrice, j'ai pas envie de faire de l'animation. Si je l'ai fait pendant 10 ans où j'étais contrainte et forcée de faire mon métier d'humoriste, où j'étais frustrée parce que je proposais des trucs et non, ça va pas, bon, ça et tout. Donc là, ouais, je le fais si je suis moi-même Ariane Brodier et pas l'animatrice. Si je suis moi-même Ariane Brodier, que je peux faire des vannes qui est libre en fait, qu'on me propose mon spectacle, qu'on fait la promotion de ce que je fais, ouais, très bien. Mais et je le fais avec plaisir, c'est super. J'ai plein de potes à la télé. Il y a des émissions qui sont génialissimes. Faire Vendredi tout est permis, l'émission d'Arthur, c'est juste mortel. C'est-à-dire que je suis avec mes potes, on fait de l'impro, c'est que des exercices d'humoriste et de comédien où on montre nos capacités, ou voilà. Donc ça c'est génialissime. Mais non, la télé, pour faire de la télé qui n'a pas de rapport avec ce que je suis, c'est pas grave. Bah non, c'est pas que ça m'intéresse pas, c'est que c'est très intéressant et c'est très bien, mais je me suis privée de ça pendant longtemps, donc maintenant que je commence à vivre de mon spectacle, pourquoi faire machine arrière? Okay. Et justement, donc ça va faire 2 ans là à peu près. Si on faisait un peu une rétrospective des 2 ans en essayant de voir
entre guillemets, les erreurs que tu ne fais plus aujourd'hui. Ce serait entre guillemets quoi les erreurs ou l'apprentissage, comme tu veux dans le sens où tu veux, par rapport à ces 2 ans. Imaginons qu'il y a un jeune humoriste qui débute et tu veux l'aider à, entre guillemets, à compresser un peu le temps d'apprentissage. Quelles sont les erreurs que tu faisais au début que tu fais plus du tout aujourd'hui? Bah, la première chose, c'est croire croire qu'il faut pas, que c'est pas du travail. Croire que c'est inné, que t'as une blague qui a fait rire tes potes comme ça, et que tu la balances comme ça. Faut vraiment travailler, c'est le premier truc. Faut essayer ses vannes. C'est pas parce qu'une vanne n'a pas marché une fois qu'elle marchera pas. Peut-être qu'elle a été mal dite, peut-être que voilà. Donc faut faire des scènes ouvertes, essayer ses vannes, tester, retester. Moi, quelque chose que j'aime pas et je le fais encore de temps en temps et c'est pas bien. Faut pas rire à ses vannes. C'est-à-dire que quand tu sors une vanne, le mieux, ce serait de ne pas rire du tout, c'est ça? Bah, personnellement, ça peut être dérangeant de rire à tout. Après, tu ris avec le public aussi, donc tu peux rire avec le public, mais je sais que mon premier producteur, c'est ce qu'il me disait, il me disait, rigole pas tes vannes souvent, c'est pas mes vannes qui me faisaient rire, c'est que les gens qui rigolaient, ça me faisait plaisir, et donc t'es dans une atmosphère où tu souris. Et voilà, donc ça c'est un truc de base, il faut pas rire à ses vannes. Je rare sur ceux qui me le font. Tu verrais une quatrième erreur que tu fais plus aujourd'hui? En fait, moi, j'ai vraiment une mentalité de guerrière, mais vraiment, je suis une guerrière. C'est-à-dire que tu peux m'écraser, m'insulter, etc. Je m'en fous, je suis une bosseuse. Donc, je sais que je pourrais continuer à bosser. Je fais de la boxe. Là, cet été, tu vois, j'ai été réécrire mon spectacle 2 semaines dans un camp, toute seule en Thaïlande, faisant de la boxe. J'ai cette mentalité-là. Comme quand tu fais de la boxe, comme tu fais des sports de combat, faut apprendre à avoir mal, faut apprendre à perdre, faut apprendre à tomber, faut apprendre à se relever. Et voilà, donc, et la scène, je pense que c'est vraiment ça. C'est pas parce que tu fais un carton que le lendemain tu vas pas faire un bide, et inversement. C'est beaucoup plus compliqué de jouer devant 3 personnes que devant 500. Devant 500 personnes, les gens vont rigoler. Même si ton spectacle est pourri, mais le rire, en train de le rire, de jouer devant 3 personnes ils vont rigoler comme ça. T'as déjà fait des petites scènes par exemple? J'ai joué devant 2-3 personnes, bien sûr. Wow. C'est ce qu'il y a de plus dur. J'ai joué devant des gens qui mangeaient. Au chapeau là, c'est ça? Ouais, enfin, pas forcément au chapeau, mais dans des dyners-spectacles. Donc les gens sont en train de manger, ils sont parfois dos à toi, ils sont plus intéressés par ce qu'ils ont dans leur assiette. C'est plus un bruit de fond, les gens qui sont là pour faire des vannes. Mais j'ai fait tout ça, mais c'est normal. Je voulais, justement, c'est pas parce que je venais de la télé que je voulais qu'on me loue une grande salle et avoir le confort que, souvent quand on est venu me voir dans mes salles au début, à Paris, je me demandais des tout petits trucs. Les gens me disaient, ah non, c'est très bizarre, tu joues dans des tout petits trucs quand tu fais de la télé. Non, mais, justement, il faut que j'apprenne. Et puis, et je joue mes petits trucs, mais c'est cool, putain, je les remplis ces petits trucs. C'est compliqué. Oui, il y a des spectacles sur Paris, comme il y a des humoristes sur Paris, et c'est plus difficile. J'aurais plus de facilité de jouer dans une salle de 200 personnes, avec des invités bienveillants, qui vont rigoler, qui vont passer une belle soirée, parce qu'en plus ils n'auront pas payé, que de jouer devant 10 personnes qui ont été sur un site, qui ont choisi mon spectacle, sans me connaître, et qui se sont dit, tiens, on va aller la voir, et qui me connaissent pas, et qui sont devant moi, et c'est eux que je dois persuader. Top, c'est une belle fin.